Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Ils n'ont pas de passeport d'un pays arabe, mais ils mériteraient leur sésame. Ils ont appris la langue, ils sont incollables sur la culture et parleraient avec passion durant des heures entières de cette région, pourtant si décriée tous les jours dans l'actualité. Olivia Burton, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique, c'est le titre de votre roman graphique. C'est publié aux éditions Steinkies. À vos côtés, Maï Grand, merci d'être avec nous également. Vous êtes dessinateur, vous avez illustré les planches de ce roman graphique et ce livre est en dédicace, on le précise, au Salon du Livre de Paris qui débute ce vendredi, dans quelques jours donc à Paris. Avec nous également dans MOE sur TV5 Monde, Colline Housset, bienvenue. Vous êtes la fondatrice du site Oustaza à Paris, agenda culturel arabe, des événements qui se situent dans la capitale française donc. Et à vos côtés, David Uri, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de The Beyrouth Book, édition Tamiras. Ce sera en signature le 21 mars à la librairie de l'Institut du Monde Arabe à Paris et le lendemain, le 22 mars, au Salon du Livre. Olivia Burton, on commence avec vous. Beaucoup d'enfants, des petits-enfants aussi, ont entendu parler de l'Algérie dans les familles dites pieds noirs, des rapatriés. Beaucoup ont entendu parler de ce pays. Vous avez décidé de franchir le pas et de retourner, d'y aller, en tous les cas pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a incité à franchir ce pas ? Ça a été une succession de causes, mais dont la dernière a été la disparition en fait, de ma grand-mère, qui est la personne qui m'en avait le plus parlé, et la disparition de tous les aînés de la famille, voilà, qui a fait que, donc après le décès de cette grand-mère, j'ai trouvé dans ses affaires un petit dossier qui m'était destiné. Elle avait écrit, consigné quelques souvenirs de sa vie en Algérie, et tout d'un coup, ce pays qui longtemps pour moi a été une source d'ennui dans les discours familiaux, je peux le dire d'autant plus aujourd'hui que c'est plus du tout le cas évidemment, tout d'un coup est devenu un centre d'intérêt, de curiosité, et c'est devenu absolument fondamental pour moi d'aller voir à quoi ça ressemblait, ce pays dont on m'avait parlé sur le mode de la nostalgie, essentiellement, dans un premier temps, dans ma famille pieds noirs, et ensuite d'une façon plus compliquée pour moi à assumer, puisque au lycée, pendant les études, l'image qu'on me renvoyait de la présence française, évidemment, en Algérie, faisait de ma famille, dans les discours, des colons, ce qu'ils étaient, des fachos, ce qu'ils n'étaient pas, des tortionnaires, ce qu'ils étaient encore moins. Ouais. Alors, dans quelle région vivait votre grand-mère ? Vous allez bien entendu essayer de retourner dans la maison dans laquelle elle a vécu. C'est quelle région d'Algérie ? Les Aurès. Les Aurès. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place ? D'abord, j'ai été saisie par la beauté spectaculaire en fait du paysage, vraiment. Pourtant, c'est pas faute d'en avoir entendu parler, mais je les croyais à moitié en fait. Et j'ai été vraiment éblouie par la beauté, les grands espaces, les horizons presque américains. Et puis évidemment, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accueil qui m'a été fait à moi, la petite fille du plus gros fermier colon du village. C'était pas évident, c'était pas gagné, et j'ai été accueillie à la fois avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'ouverture et aussi beaucoup de franchise. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des conversations dans le village avec des familles qui avaient connu ma propre famille, qui n'étaient pas dénuées de propos parfois un peu difficiles à entendre sur leur vision de la présence française. Mais j'ai trouvé que cette franchise et cette qualité de dialogue était extraordinaire. C'était ça que j'étais venue chercher et je l'ai trouvé. Maï Grand, ces paysages sublimes que nous décrit Olivia Burton, ceux de l'Algérie, vous nous les rendez magnifiquement bien dans cet ouvrage. Comment avez-vous fait, comment avez-vous travaillé ? Vous n'y étiez pas aux côtés d'Olivia Burton lors de ce retour, de ce voyage en Algérie ? Mais non, j'ai pas eu cette chance de partager le voyage, d'être dans la voiture entre Olivia et Jafar. Et donc voilà, donc ça a été un travail à partir de documents. Les premiers documents étant les photos de voyage d'Olivia, bien sûr, et un travail vraiment de documentation sur le pays,
Et je pense aussi, ce qui a joué sur ce travail-là, c'est vraiment le temps de s'imprégner de l'histoire. Et finalement, petit à petit, voilà, c'est devenu un petit peu mon histoire aussi. Et ça vous donne envie d'y aller justement pour prolonger l'histoire? Absolument. Donc ça va être un voyage un petit peu à l'envers. Donc j'aurais d'abord dessiné ce pays et on va avoir la chance d'aller à Alger en juillet parce que nous sommes invités au Salon du Livre. Alors vous avez cité Jafar. En fait, cet homme, Jafar, c'est celui qui va être à vos côtés tout le temps quasiment. C'est votre seul contact sur place. Parlez-nous de cet homme. Oui, alors en vérité, c'est la fiction. Il y a une petite part de fiction qui a fait de ce personnage le personnage principal, enfin, au-delà de l'héroïne, alors qu'en réalité, il y a plus de monde sur place qui m'ont aidé. Je tiens à le dire parce que... Oui, pour rétablir les choses. Pour rétablir les choses et les remercier. Mais ça a été une rencontre centrale. Donc c'est un Algérien qui vit en France, mais qui retourne très très souvent dans le pays. Et effectivement, j'avais son numéro de téléphone. Et après quelques tractations tout à fait amicales, il a accepté de m'accompagner dans les Aurès. Et ça a été un passeur, en fait. Pas simplement pour des questions logistiques, mais on a pu échanger très abondamment sur le pays et confronter nos mémoires familiales. Et justement, on va revenir sur l'actualité du pays parce qu'il n'a pas de langue de bois, si l'on peut dire, cet homme. On va y revenir. Colline Housset, l'Algérie, c'est beau comme l'Amérique. C'est un ouvrage. Vous avez une partie littéraire dans votre site internet Oustaz à Paris. C'est un livre qui pourrait y figurer. Absolument. Et je pense que oui, il sera amené à apparaître sur Oustaz à Paris, parce que Oustaz à Paris, ce n'est pas seulement un agenda qui rassemble tout ce qui se fait au niveau culturel à Paris et en région, mais c'est aussi un magazine avec des interviews, des critiques, aussi des articles de fond sur la culture arabe en France et le lien qu'elle a avec Paris notamment. Alors comment est née l'idée de ce site internet? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à lancer Oustaz à Paris? En fait, cette passion pour la culture arabe remonte à assez longtemps. Enfin, j'ai eu de la chance de grandir dans une famille qui m'a vraiment ouvert sur l'autre. Mais aussi, je fais partie de cette génération qui a grandi dans les années 90, à l'époque où la culture arabe, et notamment maghrébine, était assez populaire en France. Il se trouve que ma première cassette a été quand même Cheb Khaled, en 1996. Et nous avons vraiment grandi dans cette époque de la Coupe du Monde 1998, où... il y avait une sorte d'émulsion et c'était la culture arabe et donc notamment maghrébine était l'autre, cette première altérité en fait à laquelle on pouvait être confronté enfant. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai étudié à Sciences Po Menton, donc ce qui est le campus Moyen-Orient de Sciences Po Paris, et c'est là où j'ai pu vraiment rentrer en contact avec des jeunes de toute la région, où j'ai pu vraiment acquérir une passion pour cette région dont vous parlez la langue. Voilà, tout à fait. Vous avez appris l'arabe? J'ai appris l'arabe donc en France et également en Syrie, où j'ai habité, puis au Maroc. Vous avez habité en Syrie avant le soulèvement qui a débuté il y a 4 ans jour pour jour, avant le 15 mars 2011? En 2007 et 2008. Donc voilà, déjà une époque très différente et c'est très dur de voir ce qui se passe actuellement. Et donc c'est d'autant plus important de mettre en exergue en fait tout ce qui peut se passer au niveau culturel pour offrir un point de vue différent sur cette région, surtout dans un contexte où certains médias ont tendance vraiment à se focaliser sur des événements qui sont peut-être plus vendeurs, mais qui sont hélas très négatifs, comme par exemple Daesh ou la montée d'un islamisme. Alors, hip-hop palestinien, cinéma underground saoudien, la nouvelle vague soudanaise et les grands classiques du cinéma algérien. Il y a aussi la sculpture contemporaine tunisienne, il y a la photographie irakienne des années 50, il y a aussi l'âge d'or du surréalisme syrien. Quels sont vos critères? Comment sélectionnez-vous vos événements pour cet agenda? Alors, mes critères principaux sont tout d'abord les pays arabes, c'est-à-dire que j'ai vraiment une approche de me concentrer uniquement sur des événements qui sont liés à ces pays arabes, donc on va dire les 22 pays de la Ligue arabe. En revanche, je me concentre vraiment sur tout ce qui peut exister à l'intérieur de ces pays pour mettre en exergue la diversité culturelle, que ce soit par exemple des événements kabyles, judéo-arabes, kurdes, ou ce genre de choses. Le deuxième critère est le critère géographique.
Donc il faut que ce soit des événements qui aient lieu à Paris ou en région parisienne. Et enfin, le troisième critère est un critère culturel, parce que déjà la culture est tellement politique dans cette région que je n'ai pas voulu justement m'ouvrir à peut-être d'autres choses plus économiques ou politiques. Alors vous révélez aussi des artistes comme la photographe Maya Inès Touam. Qui est cette jeune artiste? Son exposition s'appelle « Révéler Marianne ». On va voir ses œuvres à l'antenne. Racontez-nous pourquoi cette artiste. En fait, j'ai rencontré Maya Inès Touam lors du vernissage d'une exposition assez particulière, qui a été l'une des premières expositions à avoir lieu juste après les attentats du 7, 8 et 9 janvier, dans des anciennes toilettes publiques désaffectées du boulevard Bonne Nouvelle, donc déjà un lieu assez insolite. Et ce qui est assez intéressant avec le travail de Maya Inès, c'est qu'elle travaille sur l'identité multiple que peuvent avoir les femmes, donc notamment d'origine arabo-musulmane, en France et dans les pays arabes. Donc déjà pour répondre à cette idée d'une identité un peu homogène et unique. Elle vit elle-même des deux côtés de la Méditerranée, France et Algérie. Elle se revendique vraiment comme française et parisienne avant tout. Et la deuxième chose qui m'intéressait, c'était aussi l'approche sur la citoyenneté. C'est vrai que nous sommes dans un monde où on parle beaucoup d'identité, où certains veulent imposer une identité, notamment française, en la définissant selon leurs propres critères, alors que je pense que le véritable débat est un débat de citoyenneté. Et qu'il faut véritablement reconnaître la citoyenneté, notamment française, à tout le monde. Et il faut aussi que tout le monde assume sa citoyenneté française et que dans ce cas-là, l'identité est quelque chose plutôt de personnel et chacun fait son propre mélange, comme par exemple moi avec la culture française et arabe. Et cette exposition, c'était dans le cadre de Charlie Expo. David Ury, vous avez vécu près de 20 ans au Liban, à Beyrouth en particulier. Je vous pose la question que les Libanais vous posent, puisque vous vous apprêtez à quitter le Liban. Est-ce que tu as aimé, comme ils disent? J'ai beaucoup aimé le Liban. J'ai beaucoup aimé le Liban. Beaucoup. Donc vous étiez sur place journaliste, correspondant de plusieurs journaux européens. Vous avez donc écrit ce livre, The Beirut Book. Comment est née l'idée? Écrit, c'est un bien grand mot. Mis en scène, on va dire. Mis en scène. Fait, voilà. Vous êtes basé donc sur... L'idée, elle est assez simple. D'abord, j'ai plein de passions, et dont l'identité graphique de Beyrouth. Surtout des plaques bleues qu'on voit dans toutes les rues, pour nommer ou numéroter les immeubles. Et je me suis amusé, en fait, à reprendre un peu la typographie, parce que ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup. La typographie est arabe et française, enfin, en tout cas latine, de ces plaques. Pour faire, au début ça a commencé, j'ai tâtonné à me faire une mise en scène de phrases, c'était principalement des phrases en anglais au tout début, où je me suis amusé simplement à utiliser le mot Beyrouth que j'intégrais dans une phrase existante, dans une citation connue. Vous avez détourné des citations célèbres en y insérant le mot. Le mot Beyrouth, voilà. Donc ça a commencé sur des phrases en anglais, et puis en 2013 pour le Salon du Livre de Beyrouth, qui est vraiment l'événement majeur francophone de l'année. On m'a donné un stand, j'ai eu la chance d'avoir un stand, donc j'ai fait une installation sur un mur avec des phrases comme ça que j'ai faites en français, en m'inspirant de chansons de téléphone de Jacques Brel, de livres de Victor Hugo ou autres. Et puis je demandais aux gens d'écrire sur une feuille A3 une phrase, afin de se prêter au jeu. Donc, et ça a eu beaucoup de succès sur le moment, en fait. C'est là qu'est né Beyrouth, ton soleil illumine mon cœur, par exemple. C'est là, par exemple, que cette phrase-là... remplie de faux témoins Celle-là, c'est une de celles que j'avais faites en reprenant une phrase de Louis Aragon. Mais je la trouve tellement juste, parce qu'il n'y a que des faux témoins à Beyrouth. Pourquoi ? Sur quoi ? Parce que chacun, on va dire sur un élément de l'histoire, tout le monde, chacun est le faux témoin de l'autre. Voilà. Donc, en fait, Beyrouth n'est rempli que de faux témoins. Et l'autre, donc Beyrouth, ton soleil illumine mon cœur, c'était bien au salon du livre francophone de Beyrouth en 2013. C'était une personne qui est très lumineuse et solaire, qui aime beaucoup s'amuser avec le soleil, à chaque fois dans ses photos. Et c'est vrai que c'est une ville très lumineuse, très très lumineuse. Ça marque tout le monde au Liban. La lumière qu'il y a là-bas est absolument géniale. Colline Housset, vous avez vécu en Syrie. Une réaction peut-être à ce que dit David Ury sur Beyrouth. C'est une ville qui vous inspire ? Je pense que Beyrouth est une ville extrêmement particulière et que vis-à-vis de laquelle beaucoup de personnes ont une relation assez ambiguë. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai passé de longs séjours à Beyrouth, mais j'ai toujours du mal à saisir l'identité de cette ville, contrairement à d'autres villes. Donc c'est vrai que je comprends qu'elle soit très inspirante. Beyrouth est une bulle déjà dans le monde arabe, et en général, ce que j'entends souvent d'Européens qui ont vécu à Damas, ils détestent Beyrouth parce que c'est pas du tout l'Orient.
Les gens vont à Damas en général soit pour apprendre l'arabe ou découvrir un vrai Orient. Et Beyrouth, c'est une ville qui a vraiment le cul entre deux chaises. Ouais. Donc c'est pas l'Orient. Elle est plus occidentalisée peut-être. Il y a les deux. Ouais. Oui, mais bien sûr, elle est plus occidentalisée. Olivia Burton, Alger la Blanche, comment l'avez-vous trouvée? En général, les Européens qui découvrent pour la première fois, les Occidentaux, cette ville, sont aussi fascinés. Quelle a été votre réaction en la découvrant? Oui, j'ai trouvé que c'était une ville magnifique, le site, la baie, l'architecture, toutes les couches en fait historiques dont j'avais pas forcément idée. En revanche, en termes de vie, citadine. Je sais pas, je dirais que Alger vit sans doute à peut-être 5% de son potentiel, quoi. Ça pourrait être la Barcelone de la rive sud de la Méditerranée, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, et ça, les Algériens vous le disent parfois de manière très directe. Je vais lire un extrait de ce que dit Jafar, qui vous conduisait. Regarde-moi tous ces crétins avec leurs bagnoles. Vous êtes à Alger, à ce moment-là, il me semble. Il y a plus de voitures que d'habitants dans ce pays et je compte les enfants. Il y a quelques années, l'État a lancé un crédit à 1% à destination des jeunes, soi-disant pour réaliser des projets. Résultat, tout le monde a foncé sur l'occasion pour acheter une bagnole. Le but de l'opération, c'était de mater les envies de révolte en distribuant du fric. Ça, vous l'avez souvent entendu, acheter la paix sociale en redistribuant la rente pétrolière. C'est ce que les sociologues, les spécialistes disent souvent à propos de l'Algérie. C'est un sentiment que vous avez... Oui, toutes les personnes avec qui j'ai eu des discussions sur la situation actuelle m'ont raconté, oui. Vous avez évoqué l'actualité en Méditerranée sur ce qu'on a appelé les printemps arabes. Beaucoup en Algérie nous ont dit dans cette émission, et c'est le cas d'ailleurs du Liban, on a beaucoup connu d'expériences démocratiques. On n'a pas envie de retomber dans l'inconnu et dans notamment ce qu'on a appelé la décennie noire. Est-ce que vous avez évoqué ces sujets parfois? Tout à fait. Et de toute façon, si je ne les évoquais pas au point de départ des discussions, il me revenait... Moi, je suis arrivée avec mes questions sur la guerre d'Algérie, 1962 et même avant. Et très vite, on me répondait, très gentiment. Mais très vite, les Algériens avaient envie de parler de ce qu'ils venaient de vivre et qui est le traumatisme encore frais, quoi. Voilà, donc oui, assurément. Comment a été perçu ce livre, ce roman graphique au sein de votre famille, parmi vos proches? Alors, il y a une évolution. C'est-à-dire que, comme je le raconte dans le livre, l'annonce de mon départ en Algérie a suscité un gros ouragan familial. Et puis, au retour, quand le projet s'est mis en marche, tout s'est détendu. Tout s'est calmé, on va dire, et avec un peu de scepticisme, genre on va voir. Et puis, une fois que le livre a été fini, je crois que... Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochaient? C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient peur pour votre sécurité? Non, c'est la peur. Ou est-ce que c'est la peur. Ah, c'était pas du tout lié à l'histoire Non, je pense que c'est la peur, mais dans cette peur-là, il y avait plusieurs couches aussi. C'est-à-dire qu'il y a une peur qui s'est ancrée en eux parce qu'ils ont vécu 8 années de guerre et que ça laisse des traces. Et qu'ensuite, évidemment, les échos qu'on a de l'Algérie depuis la France peuvent faire peur. Voilà. Oui. Alors, il y a notamment, par exemple, cet échange avec une femme. Alors, vous lui dites, je voudrais vous dire, c'est un peu bizarre de débarquer comme ça, mais j'avais juste besoin de voir les lieux où a vécu ma famille, c'est tout. Et là, elle vous répond, cette femme, je comprends très bien, on a un proverbe ici qui dit, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est un peu ça ? Oui, là, on s'est amusé avec ça, c'est-à-dire la quête des origines. On a besoin de savoir d'où on vient pour aller mieux dans la vie. C'est un peu, on a voulu jouer de ça, mais c'est évident que dans cette démarche-là, il y avait le besoin de se réapproprier un bout d'histoire et aussi d'apprendre des choses sur l'histoire du pays, pas simplement l'histoire familiale, l'histoire du pays qui est intrinsèquement liée à celle de la France. David Uris, ces questions d'origine, d'identité, on parlait de Beyrouth, qui est à la fois l'Orient, qui est à la fois l'Occident, etc. Elles surgissent aussi souvent, ces questions, à travers les confessions, à travers les identités. La question de l'identité ou de l'appartenance à la nation est centrale au Liban et c'est... on ne va pas rentrer dans un débat politique ou religieux ici, mais c'est insoluble, en fait. C'est juste insoluble. Vous avez autant de définitions de ce qu'est être libanais que de libanais. Donc, c'est un problème. Ouais. Réaction, Colline Housset, à ce propos? Sur l'identité, oui, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un concept tellement personnel et tellement subtil que
Je comprends que dans le contexte libanais, ce soit important peut-être de se définir, mais avant tout, c'est le concept de citoyenneté sur lequel il faut se mettre d'accord. Et après, l'identité, chacun compose, surtout maintenant avec tous ces phénomènes transnationaux. Maï Grand, sur cette question, peut-être, vous disiez au mois de juillet, départ donc pour Alger. Comment vous appréhendez justement par rapport à cela? Est-ce que vous vous attendez, même si vous n'êtes pas originaire d'une famille pied noir, est-ce que vous attendez à des questions? Est-ce que vous attendez, alors qu'en général, l'accueil est largement favorable en Algérie? Oui. Français. De l'appréhension, non. Ouais. Non. Curiosité, peut-être. Ça, certainement. En fait, après cet ouvrage, pour moi, l'Algérie a quelque chose de familier, finalement. Parce que je m'y suis plongé un petit peu à distance, évidemment, mais je m'y suis vraiment plongé. Donc effectivement très curieux d'aller voir sur place à quoi ça ressemble, voir si j'ai pas trop dessiné de bêtises quand même. Et donc une grande joie de m'y rendre, évidemment. Puis peut-être que vous allez reprendre après le dessin qui aura les suites de l'Algérie, c'est beau comme l'Amérique. Qui sait. Olivia Burton, dans 4 jours, jeudi 19 mars, on commémorera le 53e anniversaire des accords d'Évian, de leur signature, c'est-à-dire de la fin de la guerre d'Algérie, la fin officielle. Plus d'un demi-siècle après, les plaies sont loin d'être refermées, ça ne vous a pas échappé. Pas plus tard qu'hier, le maire de Béziers, Robert Ménard, a décidé de débaptiser une rue, précisément parce qu'elle porte ce nom, du 19 mars 62. Il a choisi Élie Denoy de Saint-Marc, résistant déporté en Allemagne, soldat en Indochine, mais surtout putschiste lors de la guerre d'Algérie, tortionnaire donc. Que vous inspire cette actualité ? Écoutez, ça m'inspire, je trouve ça regrettable, dommageable, pas très étonnant, pardon. Voilà, de la part d'un représentant d'un parti qui a cru CRU sur les ruines de cette guerre et nier son histoire, nier l'histoire en général, c'est se préparer c'est se préparer des impasses et voilà, je trouve ça à la fois absurde et scandaleux. Robert Ménard, qui on le précise, est apparenté Front National. David Ury, votre blog existe-t-il toujours sur les chroniques beyroutines? Oui. Il est en friche. Il est en friche. Voilà, il est Alors, en friche. quelle est sa vocation? Ça fait des années maintenant que vous nous faites vivre. Vous en avez tiré d'ailleurs un livre. Oui, mon tout premier bouquin était écrit à 4 mains avec Nathalie Bontemps, avec qui je faisais le blog Chronique Beyroutique, qu'on avait commencé au tout début de la guerre de juillet 2006, pour raconter en fait tout ce qu'on ne pouvait pas mettre dans nos articles, donc tous ces à côté. Et puis on a continué après la fin de la guerre. On en a fait un livre en 2009, Jour tranquille à Beyrouth, aux éditions Rive-Neuve. Et le blog a continué bon an mal an. On a fait en mai 2008 par exemple du live blogging pendant la semaine on parlait de putsch, de mini putsch du Hezbollah à Beyrouth. On suivait l'actualité, on parlait de sujets beaucoup plus magazines qui touchent à la fois la culture, la sexualité, l'architecture. On a touché vraiment énormément de thèmes. Et puis, on en a fait un livre, donc c'était plutôt, ça c'est d'ailleurs assez sympa de passer du support numérique au support papier. Ouais. Et peut-être sur la vie nocturne aussi, je crois qu'on a en plateau ici une des plaques bleues, une des fameuses, on va peut-être la voir à l'antenne. Est-ce que vous pouviez nous la commenter dans quelques instants? On l'aura sur Beyrouth. Alors 961, c'est bien entendu le code, l'indicatif téléphonique de Beyrouth. Olivia Burton, c'est 00213 pour l'Algérie. Pour faire les mêmes alors. Voilà, alors on l'a déjà vu, elle est là. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? Sur cette phrase-là, c'est une chanson de Téléphone assez connue. Une chanson, j'adore Téléphone. Et puis, elle se prête tellement à Beyrouth, cette phrase-là. Beyrouth est aujourd'hui connu pour sa vie nocturne. En 2009, je me souviens, il y a eu, c'était le New York Times qui avait fait des papiers. Tout le monde avait repris cette info-là et tout le monde avait fait des articles sur la nightlife de Beyrouth avec le Sky Bar, le White, le machin. Bon, c'est super superficiel, mais ça existe. Et puis, c'est un des signes de vitalité. Un des signes de résilience, un des signes de vie de ce pays, alors qu'on ne sait pas s'il y aura une bombe le lendemain. Voilà. Colline Housset, les projets pour Oustaz à Paris, alors, quels sont-ils? Ces projets sont tout simplement de continuer à mettre en valeur cette fantastique diversité et dynamisme de la culture arabe, et aussi de
d'interpeller les gens sur l'existence d'une véritable culture franco-arabe qui est très particulière, parce que c'est vrai que la France et notamment Paris a des relations pluriséculaires avec le monde arabe, donc c'est vraiment dans ce contexte très particulier où on a l'impression que le musulman, entre guillemets, devient un peu le nouveau prolétaire, le nouvel ennemi de classe contre lequel il faut se positionner. Voilà, donc c'est quand même très important de rappeler que ça fait véritablement partie de notre culture et que c'est... Tisser des liens, alors des deux côtés de la Méditerranée, il me semble que j'ai lu sur votre site parfois des trois côtés de la Méditerranée, je ne sais pas quel serait le troisième. Tout simplement sud, nord et est. Ah, sud, nord et est. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi quand même une... On dit toujours des deux côtés, ouais. Voilà, moi, en m'intéressant à la région, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des fois des incompréhensions ou des rivalités entre les deux côtés du monde arabe. Donc c'est quelque chose aussi... entre Maghreb et entre Maghreb et Machrek, notamment. Olivier Burton, vous y êtes déjà allé ou pas? Liban, Syrie, le Proche-Orient, non? Oui, si, Liban, Syrie, Jordanie. Mais en 98, donc bien avant les guerres. Et justement, alors la comparaison, peut-être, vous vous sentez peut-être au Maghreb dans un monde peut-être plus différent d'un point de vue géographique ou culturel, non, assez proche? C'est-à-dire que oui, en Algérie, la présence française est tellement massivement encore visible que voilà, c'est sans doute ça la différence. Et puis le voyage n'était pas de même nature dans les deux cas. Ouais. Merci beaucoup Olivia Burton. L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique. C'est donc le titre de votre ouvrage, édition Steinkies. Merci à vous également d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Maï Grand, vous êtes l'auteur donc des dessins de ce roman graphique. David Uri, donc on aura l'occasion à l'avenir de reparler de vos projets, parce qu'on imagine que vous n'allez pas couper le cordon avec Beyrouth et avec le Liban, parce que je crois qu'on ne vous le pardonnerait pas du côté de Beyrouth. Merci à vous également, Colline Housset, d'être venu sur le plateau de Maghreb Orient Express. Oustaza, donc d'ailleurs, qu'on n'a pas traduit, mais qu'on peut traduire par professeur, mais aussi madame. C'est un nom qu'on vous a donné, je crois, quand vous étiez à Sciences Po à Menton, c'est ça? Parce que vous étiez un peu plus âgé que les autres élèves. Voilà, tout est dit. Merci à tous les quatre d'être venus dans MOE sur TV5 Monde. Merci à vous d'être fidèles. À très vite sur TV5 Monde.